Aujourd'hui, direction le sud de la France, en compagnie de Raphaël. Pendant quelques jours, il m'a fait découvrir sa terre, où les traditions sont encore profondément vivantes. Je suis éleveur de chevaux Camargue, 49 ans que j'y suis, non 50 ans cette année. Des ruelles d'Aix-en-Provence au Salin de Camargue, en passant par la Feria d'Arles et sa corrida. Ça, c'est la première fois de ma vie entière que je le vois. Bienvenue au pays du soleil, J'ai fait visiter tous les cafés de Provence. de la fête et du taureau. Bon alors Raphaël, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben écoute, on est à la fontaine de la Rotonde, Laurent, qui est le monument emblématique d'Aix-en-Provence. Quand on pense à Aix-en-Provence, on pense à ces fontaines, on l'appelle la ville aux 1000 fontaines. C'est le monument carte postale d'Aix, celui qu'on a en tête quand on vient visiter la ville. Tu as 3 statues qui sont au-dessus de l'édifice. Les 3 statues représentent des allégories, des symboles qui ont un peu trait à l'identité justement aixoise. Donc tu as déjà une statue qui regarde vers le cours Mirabeau, c'est celle qui nous tourne le dos. C'est la statue qui, elle, symbolise la justice. Aix-en-Provence, c'est une ville de droit, c'est là où a été rédigé le Code civil en 1804 par Portalis. Tu as aussi une statue qui regarde vers Avignon, qui elle va symboliser plutôt les beaux-arts. Et tu vas avoir une dernière statue qui regarde vers Marseille, donc qui elle symbolise l'agriculture et l'industrie. C'est 3 statues, c'est des allégories un petit peu à la fois de l'identité aixoise et de l'identité provençale. Donc derrière le fait que ça soit une grosse fontaine, il y a quand même aussi une symbolique identitaire assez forte. Et donc sur le même modèle, tu as 2 statues au pied du cours Mirabeau qui sont assez représentatives aussi de l'identité de la ville. Tu as une allégorie des arts et des sciences là-bas, et derrière moi tu as une allégorie de l'industrie. Alors les arts et les sciences, ça nous vient à l'esprit rapidement pour Aix-en-Provence, comme c'est une ville universitaire encore à l'heure actuelle. L'industrie un petit peu moins, parce qu'on a un peu l'image d'Aix comme étant une ville bourgeoise. Or, jusqu'à encore 1 ou 2 siècles, vous aviez des industries à Aix, c'était assez connu, il y avait une énorme industrie d'allumettes. Maintenant c'est la bibliothèque universitaire, elles sont au pied du cours Mirabeau qui est l'avenue centrale et emblématique d'Aix-en-Provence. Bon alors là, Raphaël, où est-ce qu'on se trouve? Et donc là derrière nous c'est la fontaine des 4 Dauphins, donc on est au cœur du quartier Mazarin qui est le quartier Renaissance tardive d'Aix-en-Provence. Donc c'est le quartier des hôtels particuliers, tout qui servent encore, qui sont aussi des salles de conférences, des musées. Donc voilà, donc la fontaine des 4 Dauphins qui est assez emblématique, c'est vraiment elle est centrale dans le quartier Mazarin. Il y a 4 Dauphins derrière, je peux pas en dire grand chose de plus. Une énième fontaine à Aix-en-Provence quoi. Ouais, il y a 270 fontaines à Aix-en-Provence. 270 ça en fait une dizaine de moins qu'à Paris pour une ville 10 fois plus petite. Ça sort pas de nulle part les fontaines à Aix. Aix ça veut dire aqua sextiae en latin. Donc en fait on a des sources thermales à Aix-en-Provence, énormément de nappes phréatiques. C'est une ville qui est construite sur l'eau, notamment des fontaines d'eau chaude qu'on retrouve sur le cours Mirabeau, ou même encore aujourd'hui, maintenant c'est un hôtel qui s'appelle Aquabella, mais vous avez des thermes à Aix-en-Provence. Donc pour l'anecdote rapidement, quand je faisais mes études, je faisais du déménagement en intérim à Aix-en-Provence, et à l'intérieur du musée de Caumont, donc de l'hôtel particulier, tu as des salons, des beaux salons avec des couleurs, salon rose, salon bleu, etc. Et j'avais pu déménager justement l'un des salons qui est interdit au public. Et en fait j'étais en tenue de travail suant, terrible, avec la tête levée sur les dorures des plus beaux salons d'Aix-en-Provence. Et voilà, ça m'a marqué, donc j'ai une petite histoire avec ce musée, hormis le fait que j'y vienne depuis que je suis petit. L'activité préférée des Aixois, c'est de lézarder en terrasse. Et t'as l'impression que personne travaille dans cette ville. Le passage à gare, il y avait des bonnes sœurs ici avant, et du coup ça a été désacralisé. Maintenant c'est un passage avec des restaurants qui relie le cours Mirabeau à la place du Palais de Justice. Donc là on est sur la place du Palais de Justice d'Aix-en-Provence, la place des prêcheurs, où il y a l'ancien Palais de Justice. D'ailleurs, au moment où on filme, il y a un procès important de la DZ Mafia. Donc il y a des tireurs d'élite sur les toits à l'heure actuelle, et un sacré dispositif policier. Et un peu plus loin sur cette place, il y a à la fois une autre fontaine avec un obélisque, l'obélisque des prêcheurs, et derrière tu as l'église Marie-Madeleine, autrement appelée l'église à croix celtique. Parce que tu as une affaire de possession collective à Aix-en-Provence, qui s'appelle l'affaire des possessions d'Aix-en-Provence, qui a un curé qui a été accusé de sorcellerie, d'avoir corrompu des bonnes sœurs, poussé à la possession, ou en tout cas à l'invasion démoniaque, et donc il a été brûlé là où il y a l'obélisque. Voilà, c'est pour l'anecdote.
Donc là, tu es sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est l'une des places emblématiques d'Aix-en-Provence. Derrière, tu as la place Richelme. Sur l'Hôtel de Ville, tu as 3 monuments remarquables. Bon, déjà, tu as la mairie avec un fronton qui est quand même assez remarquable. Derrière, tu as la poste d'Aix-en-Provence et des archives. Pareil, un fronton assez remarquable aussi. Et un bâtiment qui est accolé derrière moi, la tour que l'on voit derrière moi, c'est le Beffroi, qui est plus ancienne que le bâtiment de la mairie et qui est un peu une tour que l'on voit quand on prend une vue panoramique d'Aix-en-Provence, des extérieurs d'Aix-en-Provence. C'est une place qui est pas mal appréciée par les étudiants parce qu'il y a des cafés qui se font face. C'est un endroit assez agréable en général, on vient boire un verre ici le soir quand on est étudiant à Aix. Si Raphaël connaît bien les ruelles de la cité romaine, il affectionne tout autant les terrasses de café où se mêlent discussion, amitié et politique. Car pour lui, la politique se fait d'abord sur le terrain, au contact des siens. Chaque semaine, avec ses camarades, il arpente les rues d'Aix-en-Provence pour vendre à la criée le magazine de leur association enracinée et patriote, le Ténésoun. C'est les mecs qui arrivent et qui nous font soutien les jeunes. Je suis patriote, je suis de droite, mais je comprends, je peux pas vous prendre votre magazine, tu vois. Bon. Donc, ils ont peur qu'il y a quelqu'un qui les découvre, qui voit quand on leur dit vous avez pris le magazine de Ténésoun, c'est quoi l'enjeu ? Bah c'est un peu ça. C'est des gens, je pense que on est dans une ville de droite, qui sont un peu notables, qui comprennent pas forcément l'intégralité de la démarche. Ils comprennent pas qu'on est un mouvement identitaire de rue, etc. et qu'on vend déjà le magazine. Mais bon, il n'y a pas que des réactions de ce type-là. Bah écoutez, on vend. Parfait. Bah écoute, bonne lecture et tu peux nous suivre sur les réseaux, c'est Ténésoun. T'es avec toi La politique nous suit. Merci. Ah mais voilà, merci. En général, on rencontre peu d'hostilité en réalité. C'est vraiment comment t'abordes le sujet avec les gens et savoir s'adapter à son public, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est pour soutenir la bonne cause patriote de la jeunesse révolutionnaire. Écoutez, je vous file 3 € si vous voulez, mais... Et vous prenez le numéro quand même, ça vous fait une pièce de littérature. Vous ne le regretterez pas en tout cas si vous prenez ce fabuleux numéro qu'on édite nous-mêmes après longtemps, on fait aucune marque dessus, c'est pour garder l'édition associative de Nexoa. Et voici pour vous monsieur, une très bonne lecture, très bonne soirée. Il en a pas vendu plus le début. Je crois qu'il en a pas vendu. Je crois qu'il y a un mec qui est venu, il lui a rendu celui de la semaine dernière et il en a plus que quand il a commencé même. Excellent, de vente. Alors le magazine Ténésoun, c'est notre moyen d'exprimer nos idées dans la rue. On va le vendre sur les places d'Aix-en-Provence, à la criée, pour interpeller la population, les mettre au courant en fait des affaires, que ce soit politiques, mais également culturelles. Dans notre dernière édition du magazine, on évoque aussi le catholicisme en Provence avec le pèlerinage de Nostofé, le pèlerinage traditionnaliste de Provence. Et on va également interviewer des acteurs, soit économiques, soit politiques de la région, faire vraiment vivre un tissu associatif et militant politique dans la rue, repolitiser la rue, repolitiser les gens. Et donc du coup, ça se mobilise par plein d'actions, tractage. On fait aussi pas mal d'actions coup de poing. On organise des manifestations. La majorité des gens qui nous rejoignent et qui traînent avec nous, c'est globalement d'abord pour l'action politique qu'on mène. Et ensuite, on crée du lien. Aujourd'hui, on a des baptêmes qui par un son dans la structure, des mariages où les témoins sont dans la structure. Donc on a vraiment une structure communautaire qui est très forte, parce qu'on se voit souvent. Ensuite, on fait des soirées, on se voit en dehors. Donc ça crée une communauté qui reste forte. Tous les mois, on organise des cercles de formation qui traitent de divers sujets, que ce soit économique, philosophique, politique, sur la culture, par exemple, provençale, la culture européenne. J'ai fait un cercle pour la Saint-Patrick sur la mythologie irlandaise. Qu'on fasse, nous, de notre jeunesse, une jeunesse complète. Ténésoun, c'est un mot valise en provençal qui veut dire ce qui tient dans le temps, la ténacité, c'est un peu intraduisible en français. Et je pense que l'enracinement, c'est un peu comme la foi, c'est quelque chose qui ne peut pas se vivre seul. L'une des actions de Ténésoun, ça a été que vous avez des gens qui parlaient pas un mot de provençal, qui ont appris le provençal et qui donnent des cours de provençal au local tous les mardis, justement pour promouvoir une forme d'enracinement, de retour aux sources à la langue de nos aïeux. Quand on ouvre un local identitaire, quand on fait des actions dans la rue, quand on vend un journal à la criée toutes les semaines, on contribue à faire changer l'air du temps et ça c'est une action qui est éminemment politique et hélas, parfois les partis ne le comprennent pas. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Bâtir quand tout s'écroule. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Raphaël ?
Bah écoute, ici on est au bac du Barcarin, qui est l'un des passages donc sur l'un des bras du Rhône. Ça nous permet d'accéder justement en passant l'un des bras du Rhône directement aux alentours de Salengero. Les gens l'empruntent pour aller au travail assez régulièrement. C'est un peu iconique, il y a deux bacs, le bac du Sauvage et le bac du Barcarin. C'est l'une des portes de Camargue, bienvenue. Et il y a déjà des moustiques. Bah écoute, là on est à Salengero, ce que je te disais, hein, architecture très ouvrière, donc t'as plein de maisons en briques, c'était les ouvriers qui travaillaient dans les salins, donc l'industrie du sel. Bon, maintenant il y a un peu moins d'industrie, il y a une certaine mélancolie qui se dégage de la ville, du coup de l'abandon du côté industriel de la ville. Bonjour. Ça, c'est pour... Les salines, tout ça. C'est pas celui-là que j'avais en tête, le café. Du coup, la symbolique de la croix de Camargue, c'est les trois vertus cardinales, foi, tempérance, charité. Donc c'est l'ancre des pécheurs des Saintes Maries de la Mer, qui est suivi ensuite du Sacré-Cœur, catholique classique, mais avec une croix qui est piquée au bout là. Et en fait ça c'est les tridents des gardiens. Donc les gardiens de Camargue, c'est les espèces de cow-boys qui gardent les taureaux. Et donc ils ont des espèces de lances comme ça, des tridents, et donc incorporés sur la croix. C'est une croix qui date du XXe siècle, aux alentours je crois de 1930, et qui a été inventée à la demande de Mistral, et qui en fait s'est quand même popularisé suffisamment comme pour être un symbole provençal général. Par exemple la Notre-Dame de la Garde, alors la Bonne Mère à Marseille, alors que c'est pas la Camargue, t'as une croix de Camargue. Quand je vivais à Menton, ça m'étonnait, je voyais des croix de Camargue dans la rue, mais les Mentonnais, se sentant un tout petit peu provençaux, ont mis des croix de Camargue dans la rue. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait presque une réactualisation, une invention identitaire en fait au cours du XXe siècle, mais qui a tellement séduit au-delà de la Camargue que c'est devenu une empreinte identitaire globale de la région, quoi. En gros, Mistral, toute l'œuvre mistralienne, c'est l'idée que le particularisme provençal se perd à un moment, la langue se perd, les traditions se perdent, et Mistral va essayer de codifier tout ça. Donc il va faire le tour de la Provence, il va créer un dictionnaire avec ça, le Pitch Trésor, où il va codifier une langue et il va essayer de redonner, parce qu'il pense que c'est essentiel, une mythologie à son peuple. C'est pour ça qu'on dit que Mistral c'est le Homère provençal. Comme Homère a donné une mythologie et un imaginaire aux Grecs et à l'Europe par la suite, et donc il a inventé des symboles, des personnages comme Mireille, il a inventé un certain nombre de traditions qui datent à peine du début du XXe siècle, mais qu'aujourd'hui personne ne viendra à l'esprit de dire que c'est pas traditionnel. Je te parlais de l'élection de la reine d'Arles, dont les critères sont qu'elle soit née en pays arlésien et qu'elle parle provençal. C'est une tradition qui a été inventée au XXe siècle, mais qui s'est vraiment enracinée. Et après, on... Ici, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, donc là on est au salin de Salengero, donc c'est là où le sel est récupéré et produit. Donc tu as deux grosses entreprises de sel qui travaillent ici. Le village qui est juste à côté s'est construit justement en partie pour répondre à cette demande, loger les gens qui travaillaient autour du sel, et en fait ça offre un paysage un peu lunaire. Là on l'a pas aujourd'hui hélas, mais à cause de la présence de certaines algues dans l'eau, normalement les salins sont roses, que c'est un peu particulier, on voit des grandes étendues d'eau rose. Et voilà, c'est des paysages un peu lunaires qui parfois sont utilisés notamment dans le cinéma, et c'est assez typique carte postale de quand on vient en Camargue. Blague, hein, je vais te faire tous les cafés de Provence, je crois.
ce que je te disais. Il est 15h. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien prendre des risques inconsidérés. Moi je pense que la vie c'est un open world, c'est un bac à sable, un jeu en monde ouvert en fait. Dieu nous a dotés d'un libre arbitre pour en faire quelque chose quand même. Donc là c'est la plage des Saintes-Maries de la Mer. Moi j'allais ici quand j'étais petit. Et ce que vous diront les gars des Saintes-Maries de la Mer et ce que je vous dis aussi, c'est que en fait c'est une plage dont on observe qu'elle recule d'année, enfin la mer avance d'année en année. Donc il y a une vraie question pour le coup écologique et environnementale en Camargue. Il y a des projections scientifiques qui disent que la Camargue passerait sous les eaux d'ici l'horizon 2050. Et donc ça structure un peu tout, notamment la vie économique locale qui ne peut pas se projeter dans le temps. Et c'est quelque chose qui est pris au sérieux par les Camarguais. Et je crois que c'est assez intéressant de le noter. Voilà. Et effectivement, moi, ne serait-ce qu'à l'observation de l'œil nu, la plage n'est pas au même niveau que quand j'étais gamin. Là on est devant l'église fortifiée des Saintes-Maries de la Mer, qui est l'église où les 3 processions qui se font à l'année se terminent, notamment la procession assez connue des Gitans. Donc
c'est l'église où vous avez Sainte Sarah qui est la patronne des gens du voyage et des gitans. Et évidemment c'est au cœur de la ville, c'est un des endroits emblématiques de Sainte-Marie de la Mer. Là on n'a pas pu y accéder, mais la Camargue étant plate, depuis le toit vous pouvez voir l'intégralité de la Camargue. Pour l'anecdote du coup, en 1988, Jean-Marie Le Pen fait campagne en Provence. Il accompagne la procession des gitans sous l'invitation du roi des gitans. Et le curé des Saintes-Marie de la Mer lui refuse d'accès à l'église. Et il y a une scène assez connue de lui où il hurle « Je suis l'invité du roi des gitans ». Donc c'est assez amusant. Parce que c'est une église moi, qui me tient à cœur. Et évidemment il y a Sainte Sarah la Noire dedans. Et c'est assez beau comme symbolique. Laurent, vous êtes gardien dans... c'est quoi la manade? Je suis gardien à la manade de Saint-Antoine. Il y a 49 ans que j'y suis. Non, 50 ans cette année. Et je suis éleveur de chevaux Camargue. Ouais. C'est quoi la spécificité du cheval de Camargue? Le cheval de Camargue, la spécificité, c'est que c'est un cheval qui est très rustique, qui est énormément adapté au paysage et au climat qu'il y a en Camargue, dans les marécages. Pourquoi la robe blanche? Quand ils naissent foncés. Ouais. Alezan ou gris foncé. Et après, la pigmentation fait qu'ils s'éclaircissent au fur et à mesure des ans. Disons qu'à 3-4 ans, robe foncée. Et on ne dit pas que c'est des chevaux blancs, on dit que c'est des demi-polis gris. La corrida d'Émeric Caron, vous en pensez quoi? Qui a une sortie en foot. Vous étiez à la manifestation de la bovine à Montpellier ou pas? Oui. La reine d'Arles est venue. C'était exceptionnel, merveilleuse. Et celle qui a fait le discours à Montpellier, c'est Camille Autonard. Ah, ça oui, c'est une supérieure. Je connais aussi la tradition, les gardiens commémorent la mort de Mistral à Mayenne. Une tradition encore vivante. Ah oui. Chaque année, la ville de Mayenne accueille la nation gardienne pour commémorer la mort de Mistral. J'ai rien contre les Parisiens. Alors, dites-le, j'ai rien contre les Parisiens. Les Parisiens, vraiment. Et j'aime bien la France, mais on se porterait mieux si le Sud gouvernait. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais il y a quand même une différence il y a tout a eu une confrontation en fait, non, mais ça vient de très loin. C'était la lumière. Aliénor d'Aquitaine, ça a été la plus grande reine. Elle a été mariée avec Louis VII. Il pensait qu'à prier, et elle ne pensait pas qu'à prier. Mais l'amour pour toi, tu fais pas un truc plus français que l'amour pour toi. Elle est chez les troubadours. Là, je vais te coincer. On a inventé l'amour dans le Sud. Aliénor d'Aquitaine a été la maîtresse de Ventadour, qui était un troubadour. D'accord? Elle a été mariée, elle a été reine de France et reine d'Angleterre. Reine de France par la grâce de Dieu et reine d'Angleterre par la force du diable. Elle a été emprisonnée. J'ai dû tourner des vaches de Saint-Antoine. Si. C'est des Camargues. Hein. Les Camargues, je sais. Ah oui? À mon époque, on trouvait les Camargues. Oui. C'est arrivé. Ouais, vas-y. Vamos toro, vamos toro, vamos. Je déteste finir sur les caméras. Merci. Donc c'est un colisée romain et un amphithéâtre romain. Il n'y a que Arles et Nîmes
qui sont utilisées comme arènes de tauromachie, sinon c'est des arènes, des bâtiments qui sont construits en dur. Il y a d'ailleurs des villes où il y a des arènes portatives, il y a une tradition taurine, mais comme il n'y a pas d'arène construite, c'est des arènes portatives. Notamment à Arles, on a des arènes portatives aussi qui sont dehors du centre et qui sont utilisées pour les débutants qui rencontrent leur première vachette ou leur tout premier veau. Voilà. Ah, moi je les adore ceux-là. Bon, on va trouver nos places. Oui, on y va. Donc là, regarde, il y a les deux chevaux qui sont en train de sortir. Ils vont aller saluer la présidence et ils récupèrent à la présidence qui se situe là les clés du toril. Ils vont ramener jusqu'au toril. Le toril à Arles, il est sous la présidence. Sanglant élevé aux armes citoyens, formez vos bataillons, abreuve nos sillons. Ça s'applaudit pas un hymne. La ganaderie, c'est le grand truc. Bon, la corrida passe. Parfois, il y a pas le pistolet. Il fait 560 kg. Alors par contre les poids sont faux, c'est à l'œil et ils sont jamais pesés. Et là, Luque, le torero, il est en train de, enfin il essaye du moins de placer son taureau pour qu'il aille vers le picador. Du coup, les lignes elles sont pas arbitraires, le picador il est censé rester du coup dans ses retranchements et donc c'est-à-dire exactement là où il est et il n'a pas le droit de piquer le taureau. C'est la première fois de ma vie entière que je le vois. C'est la première fois que je vois un picador désarçonné. Ouais. Non, moi, qu'on voit le picador tomber. Ah ouais? J'ai déjà vu le cheval tomber. C'est la première fois de ma vie. Ça c'est bien pareil sur le chapeau, c'est quand tu... avec la mantella, c'est quand tu brines un taureau. Quand il le pose au milieu de l'arène, il le bride à l'arène. C'est-à-dire qu'il dédie le taureau à l'arène. Et en dehors de ça, il a jeté la mantella, il l'a jetée derrière lui, ça c'est traditionnel aussi, et elle est tombée du bon côté, et ça veut dire que ça va... Enfin, dans la... Si elle tombe du mauvais côté, c'est... C'est des croyances, quoi. Hein? C'est des croyances. On est quand même beaucoup plus de l'ordre du rituel que... Parce que l'art, la fête et le rite. C'est pas un sport, c'est un art. Il n'y a pas d'idée de performance. Il y a une idée de création de beauté, mais pas de... Déteste vraiment. Il est bien le trépied, hein. Mais c'est une nouvelle mise à jour, il bouge tout seul, les trépieds, c'est compliqué la vie.
Dans l'arène, le costume de lumière ne relève pas seulement du spectacle. Il appartient à une longue histoire méditerranéenne où se mêlent théâtre, rituel et esthétique. Né entre tradition populaire espagnole et influence aristocratique, l'habit du torero a traversé les siècles sans jamais perdre son éclat. Broderie d'or, soie épaisse, perles et éclats métalliques composent une silhouette à la fois majestueuse et fragile. Son esthétique fascine les artistes, jusqu'aux plus grands couturiers, à l'image d'Yves Saint-Laurent ou de Christian Lacroix. À travers ses couleurs et sa rigidité presque sculpturale, ce costume incarne autant le panache que la vulnérabilité. Car derrière les paillettes et les reflets d'or, demeure toujours la même tension. Celle du courage, de la représentation et du face-à-face avec le danger. Bon Élise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et te présenter un peu à nos spectateurs? J'ai grandi ici, j'ai été à l'école, au collège ici. Je pense qu'on peut dire que je suis assez proche de nos traditions locales. On était à la corrida hier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rapport à la corrida? J'ai découvert en y allant au collège avec mon père, qui a attendu que je sois assez grande pour ne pas risquer de me traumatiser avec la violence et le sang. J'allais aux arènes du coup pendant tout mon collège et ensuite, étant au lycée à Avignon, j'ai un peu décroché. Et j'ai recommencé à y aller, j'avais 16 ans et demi, 17 ans quand j'étais en terminale. Et depuis, je me suis vraiment passionnée pour la corrida, j'y vais vraiment beaucoup et j'ai commencé à faire de la photo de corrida. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette pratique? Je pense que c'est un tout. Déjà, la chose centrale, c'est le taureau, qui est un animal qui est absolument magnifique. Dire qu'on le vénère, c'est un grand mot, mais on l'adore en tout cas. J'aime aller aux arènes, j'aime le public qu'il y a aux arènes, j'aime la beauté des costumes. Tu fais un peu de photographie en amateur, en amatrice. Qu'est-ce qui t'anime globalement dans la photo? J'ai toujours fait énormément de photos et de vidéos, mais c'était quelque chose de très naturel et je me rendais même pas compte que les gens autour de moi le faisaient pas, et que c'était à moi que ça plaisait. J'ai pris des photos avec mon téléphone jusqu'à la fin de la saison et j'ai pu m'acheter un appareil que j'ai traîné aux arènes pour la première fois hier. Et depuis que j'ai l'appareil, j'ai commencé à m'intéresser à la photographie d'art. Je pense que c'est dans cette direction que je m'oriente. Quel moment au sein des arènes te plaît le plus, la photographie parfaite pour toi? Ce que je préfère, c'est la faena, quand le torero toure avec la moulette à la cape rouge. Et j'aime beaucoup ce qu'on appelle le kit. On vient fermer le tercio avec le premier tiers. C'est pas forcément le torero qui toure qui le fait, et il fait généralement des passes assez spectaculaires à la cape, avec la cape qui est rose et jaune. C'est vraiment très très beau, il y a toujours de très beaux mouvements, même j'ai regardé des photos que j'ai faites, j'ai de très beaux mouvements de cape. Enfin, les couleurs sont magnifiques et tout, donc à l'image ça ressort extrêmement bien. Il y a un dernier moment qui me plaît beaucoup, c'est juste avant la mise à mort, quand le torero se positionne et qu'il porte l'épée pour viser. Il est comme ça avec son épée et quand il est de face, j'aime vraiment beaucoup ces photos. Si personne ne devant, je vais avoir l'appareil photo. Yes, les morts d'abord. Allez, le milieu, s'il vous plaît. Bon Raphaël, on est sur les bords du Rhône, à Arles. C'est la fin de cette vidéo.
Moi j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié le séjour à Arles, j'ai apprécié évidemment la Camargue, j'ai apprécié aussi visiter un peu Aix. Je pense que tu as pu voir un peu toutes les facettes de mon petit pays, que ce soit d'Aix-en-Provence, les villes romaines jusqu'à Arles et Saferia ou en passant par la Camargue. Je pense qu'on a eu pas mal de rencontres aussi qui t'ont peut-être montré aussi un peu les visages de ce peuple que j'affectionne tant, que tu as pu être un peu en immersion, tu as fait un stage en immersion provençale et écoute, on remet ça quand tu veux. C'était mouvementé. Plein d'énergie. Ben voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire en plus? Que la tradition c'est quelque chose qui se fait vivre, que l'enracinement dans un territoire ça se décrète pas, ça se construit petit à petit, et que tout ça sert évidemment notre peuple, l'amour qu'on lui porte, l'action que l'on entreprend pour essayer de le sauver. Super, sur ces mots, on va vous laisser et moi je vous dis à une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi un lien en description pour me soutenir via Tipeee. Et puis moi je vous dis à la prochaine, en France, en Europe ou ailleurs. Voilà. Charlotte, dis-moi bonjour quand même. Ça va? Ouais, toi. Ouais. Et donc, je recommence. Politique des légumes là. La géopolitique de quoi? Des légumes. Ah. Si tu vas en Grèce, il n'y a que ça. C'est des acanthes. Ah oui. Dans les chapiteaux des églises romanes, le décor en feuilles, c'est toujours la feuille d'acanthe. Alors là, ça pousse, ça fait des fleurs blanches. Et quand les graines éclatent, tu vois, il y en a même trop. Alors quand il vient celui qui m'entretient un peu le jardin, il me l'enlève un peu ça. J'ai fait visiter tous les cafés de Provence. Combien de café qu'on fait là J'ai perdu le compte au bout du 16e là. Mais c'est pas fini, on est le jour 2 là. Il reste encore 2 jours. C'est le sud. On a déjà gagné en fait. C'est un film que vous faites? Ouais. Ah, ouais, alors. C'est Monsieur la Star. Ah, c'est Monsieur. C'est sur la Star. Ah, c'est vous la Star. Un petit peu. Je connais pas. Modeste. La meuf elle est en tongue frère, elle est fadade. Je suis d'une famille franco-espagnole, ma mère est française, mon père est espagnol. J'ai d'abord eu un engagement politique à gauche, je venais d'une famille communiste, faut l'avouer. Au travers de certains événements politiques, notamment l'assassinat de Samuel Paty, j'ai décidé de basculer dans ce qu'on appelle la mouvance identitaire, la mouvance nationaliste française. Et on les a vendus en 48 heures. Et là où on était content, c'est que du coup ça a quand même pas mal soutenu sur Twitter, tu vois. T'as plein de mecs qui nous ont contactés en disant Mon cœur d'amour est devenu comme une caresse. Gigi Amorosa, toujours vainqueur, parfois chanteur, et jamais sans tendresse. Puis moi j'aime bien dresser la comparaison entre Aix et Marseille, tu vois. Que t'as Aix-en-Provence, ville romaine, des rues carrées, bien organisées, et t'as Marseille qui est la ville beaucoup plus en verticalité, un peu plus chaotique, etc. J'adore Marseille, mais qui est la ville grecque, tu vois. Cosmopolite ouverte sur le monde contre la ville tellurique continentale en romaine Aix-en-Provence, tu vois. Votre prénom Régis. Régis, bah enchanté Raphaël du coup. Bonjour. Avec comment ils appellent ça, les pompes à chaleur là. La climatisation, j'en ai pas trop besoin, mais enfin, je crois que les pompes à chaleur, c'est réversible, c'est... Je me sens un peu seul là. Je me sens un peu seul. Elle est trop belle. Non. Je me sens un peu seul.